Bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Soyez les bienvenus sur La Voix de Djibouti. Ce soir, dans notre émission Aide du continent, nous allons mettre cap sur le Cameroun. Au Cameroun, le président Paul Biya se présente pour son 8e mandat. La question est pourquoi faire? Pour nous éclairer, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de La Voix de Djibouti Jean-Célestin Edengue, journaliste et coordinateur de la chaîne News Africa 24. Merci Jean d'être venu sur La Voix de Djibouti et d'avoir répondu à notre invitation. Quand La Voix de Djibouti m'appelle, je suis toujours prêt et très heureux à y répondre à cet appel. Jean, comme je disais, au Cameroun, le 12 octobre prochain, il y aura une élection présidentielle. Et, on va dire, maintenant, on a l'habitude, le président Paul Biya est candidat pour son 8e. Oui, il se présente à sa succession pour la 8e fois, j'allais dire la 8e fois consécutive, même successive. Donc, est-ce que c'est un mandat de trop qu'il veut demander, ou alors c'est peut-être le mandat qui va le révéler finalement, lui, le président Paul Biya. Sur cette question, les points de vue sont, j'allais dire, presque partagés. Oui. Dans cette élection, il y a, est-ce que, pour juste un peu sur la plaisanterie, est-ce qu'il y a aujourd'hui, le président Paul Biya, il est là depuis presque 40... Oui, 42, 43 ans. 40, est-ce qu'il y a aujourd'hui au niveau de la jeunesse, parce que j'ai entendu dans sa déclaration de candidature, la jeunesse m'appelle. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des jeunes qui connaissent autre chose que Paul Biya au Cameroun? Alors, il y a fort à parier qu'il y en ait très peu, parce que quand on a passé une quarantaine d'années au pouvoir, quand même, 40 années, c'est 2 fois 20 ans. Généralement, on dit qu'on est jeune, on va dire, quand on est encore dans la vingtaine, 28, 29, 22, 23, 19 ans. Mais quand c'est 2 fois 20 ans, il est fort à parier qu'il y ait très peu de jeunes qui aient connu autre candidat ou autre président à la tête du Cameroun que le président Biya. Et paradoxalement aussi, c'est vrai qu'il a présenté sa candidature comme étant une nécessité de répondre à l'appel de la jeunesse. Ce qui est vrai aussi, c'est qu'il y a des jeunes, et pourquoi peut-être parce qu'ils n'ont connu que lui, qui le supportent, qui l'encouragent, qui ont aussi peur de l'inconnu. C'est-à-dire qu'ils se disent peut-être que lui au moins on le connaît. Le père de famille, le grand-père. Oui, le papy, presque l'ancêtre pour certains. On sait qu'il n'est pas méchant, je mets entre guillemets, c'est-à-dire qu'il ne fait pas de mal, entre guillemets. Donc, pourquoi aller chercher autre chose alors qu'on a celui qui nous protège, celui qui... Voilà, il y en a qui disent ça. Mais il y en a aussi des jeunes qui disent que non. Il faut qu'on voit autre chose. Oui, parce que c'est vrai qu'en 40 ans de pouvoir, ils n'ont connu que lui et que visiblement, ils ne sont pas satisfaits de sa gestion, de sa façon d'avoir mené le Cameroun pendant ces 4 décennies. C'est 43 ans, c'est quand même 10 fois 4. Donc, il y a ce problème-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de son bilan, les derniers mandats, on va dire, les 7e? Qu'est-ce qu'on peut dire de son mandat de son bilan pour son 7e mandat, donc celui qui vient de s'achever? Je pense que au sein du pouvoir et du parti au pouvoir, on n'aime pas trop parler de mandat. On aime dire que le Cameroun va plutôt bien, que le président Biya, depuis qu'il est là, il a apporté le multipartisme, une forme de liberté d'expression, parce qu'il faut quand même le reconnaître qu'en Afrique subsaharienne, le Cameroun est probablement l'un des pays où il y a le plus de médias, que ce soit les radios libres, la presse écrite. Et je crois qu'il y a environ 7 ou 8 quotidiens indépendants, c'est-à-dire pas d'État,
si vous ajoutez Cameroun Tribune, qui est le quotidien de l'État, ça fait quand même, on parle d'une dizaine de quotidiens. On a, je crois, autant de chaînes de télévision, pratiquement une dizaine, pour un pays de 25 millions d'habitants, ou 475 millions de kilomètres carrés de superficie. C'est quand même un signe que, en matière de liberté d'expression, en matière de pluralisme politique aussi, parce qu'il y a énormément de partis politiques. Pour cette élection présidentielle, vous savez que, à la base, 82 ou 83 candidats s'étaient portés pour aller justement candidater pour être président de la République. À la base, à l'origine, il y a plus de 81 ou 82. Là, il a fallu donc l'écrémage de ELECAM, qui est l'organisme qui s'occupe de l'organisation justement des élections, des scrutins, pour que, après cet écrémage, il y en a eu 33 ou 35, quelque chose, plus d'une trentaine, qui soient, je veux dire, admissibles avant le verdict du Conseil constitutionnel, qui lui, en dernier ressort, après avoir contrôlé tous les dossiers, dit que oui, finalement, il y en a 12 qui sont habilités à concourir pour la magistrature suprême du Cameroun. 12 candidats. Donc, tout cela donne quand même signe d'un pays démocratique. Je dis, tout cela donne des signes d'un pays démocratique. Maintenant, quand on rentre un peu plus dans l'analyse profonde, l'analyse pointue, on se rend compte que il y a énormément de choses qui coincent. Que même cette liberté d'expression, alors, elle a ses limites. Non seulement elle a ses limites, elle est même pratiquement sous surveillance. Parce que les journalistes, certains encore aujourd'hui, n'ont pas pu avoir les noms des responsables qui ont attenté à leur vie. Le cas le plus récent, c'est celui de Martínez Dogo. Ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant, c'est en janvier 2023, qu'il a retrouvé, le corps a été retrouvé dans un terrain vague près de Yaoundé, abîmé pratiquement, amoché par des coups, des sévices inhumaines. Et jusqu'aujourd'hui, bon, le procès est en cours, hein, toujours. Il a été ouvert et tout ça, il y a des gens qui ont été arrêtés. Mais 2 ans et demi après, pratiquement, on va sur 3 ans. Le jugement ne s'est pas prononcé, on ne sait toujours pas avec exactitude qui, quand je dis qui, le qui est au pluriel ici, je ne sais pas si ça existe d'ailleurs, mais je veux dire, le qui, ce n'est pas une seule personne, c'est les commanditaires. On aimerait savoir. Encore une fois, il y a des gens qui ont été arrêtés. Il y a Amourou Belinga qui était un magnat de la presse, du groupe L'Anecdote normalement, et qui était d'ailleurs aussi en France le promoteur de Télésud. Il a été arrêté pour soupçon d'avoir participé à ce crime-là, mais il n'est pas le seul, il y en a d'autres. Et on aimerait que ça aille un peu plus vite. Ça a quand même plus de 2 ans et demi, c'est long. Et les journalistes, d'une manière générale, essaient de bien faire leur travail, mais quand on le fait et qu'on sait que un des confrères a été tué, je parle de celui-là, mais il y en a d'autres. Il y a Ouazizi, il y en a d'autres. Hein, et on le fait la peur au ventre. Parce qu'on ne sait pas du jour au lendemain ce qui peut vous arriver. Donc c'est très très compliqué. Il y a donc une apparence démocratique, avec tout ce que cela comporte. Mais à côté de cela, il y a aussi des menaces, il y a des choses qui sont pas très très belles à dire, d'y avoir. Justement, au niveau de cette démocratie, il y a un candidat du pouvoir, Paul Biya, et il y a 11 candidats en face de lui. Est-ce que ce n'est pas on va dire, une élection gagnée d'avance pour Paul Biya? Alors, je vous entends bien et je vois bien ce à quoi vous faites allusion. Vous vous dites que mais, si d'un côté, il y a un président sortant
qui de surcroît est là depuis une quarantaine d'années déjà. De l'autre côté, il y a 11 candidats. La question sous-jacente, c'est de savoir pourquoi ces 11 candidats ne vont pas se réunir sur un seul. Voilà, pour présenter un seul candidat pour l'opposition, donc qui ait des chances. Et comment ça se déroule déjà l'élection? C'est un tour, c'est deux tours? C'est un scrutin uninominal majoritaire, donc un tour. Un tour. Un tour, c'est-à-dire que sur les 12 candidats, celui qui arrivera en tête, même avec 5 voix de différence, sur le deuxième, c'est celui qui gagne. D'accord. Il n'y a pas de deuxième tour. Ouais, c'est uninominal majoritaire à un tour. Donc, effectivement, oui, la question de savoir pourquoi l'opposition ne se réunirait pas pour présenter ce candidat, elle est intéressante. Parce qu'on a vu dans certains pays où, effectivement, ça s'est fait comme ça, et l'opposition a fini par gagner. Parfois même, quand l'opposition n'avait pas pu présenter le leader naturel, elle a trouvé des mécanismes pour présenter quelqu'un d'autre, mais toujours se retrouver derrière cette nouvelle personnalité pour gagner. Ça s'est passé par exemple au Sénégal. Ah ouais. Mais le Cameroun est un pays, il va dire le président Biya, le Cameroun c'est le Cameroun. Oui, oui. C'est un pays qui ne peut pas être comparé à un autre pays, ni en Afrique ni dans le monde, parce que c'est extraordinairement compliqué. Je pense que les 11 candidats qui sont en liste se disent chacun qu'il a une chance de gagner. Ah ben oui, puisque on nous dit qu'il y a un vent de changement que l'on perçoit. Mais ces champs ne veulent pas s'éparpiller sur l'ensemble du territoire national, on appelle le triangle national du Cameroun, parce que le Cameroun ressemble à un triangle. On dit qu'il y a un vent de changement qu'on entend partout, tout le monde veut. Et donc quand c'est comme ça, chacun dit, mais pourquoi ne serait pas lui l'homme providentiel de ce changement-là? Et j'imagine très bien le président Biya regardant ça de très très loin et s'en moquer un peu, parce que il est là depuis un certain temps, on l'a dit, depuis une quarantaine d'années, et il a ses équipes qui travaillent, alors bien ou pas bien, mais elles sont omniprésentes, y compris dans les villages les plus reculés. Face à ça, l'opposition, chaque fois elle attend, quand il y a une élection, 2-3 mois, est-ce que c'est elle vient, cette opposition-là, commencer à faire un peu de bruit. Mais une élection présidentielle, ça se prépare à longueur d'année. Une élection législative, c'est pareil, municipale, c'est pareil. Tu n'attendras pas 3 mois, 4 mois avant de commencer à aller rencontrer tes militants. Non, c'est toute l'année qu'il faut être sur le terrain pour d'abord gagner la crédibilité. Parce que même les électeurs potentiels qui se rendent compte que oui, chaque fois c'est le même scénario, autant de l'autre côté, on sait aussi que les pratiques ne sont pas toujours les plus vertueuses, mais autant de côté de l'opposition, on a l'impression aussi que chaque fois, c'est très compliqué. On attend 4-5 mois, 3 mois, on commence à se réveiller. Et quand c'est comme ça, c'est très compliqué parce que chacun veut être celui qui va apporter ce changement-là. Justement, est-ce que c'est une élection sous des personnalités ou est-ce qu'il y a des programmes? Ah si, il y a des programmes. Il y a des programmes qui sont... Oui. Ils ont tous des programmes. Et les programmes qui sont très, très... structurés. Non seulement structurés, clairs et très différents les uns des autres. Très différents les uns des autres. Il y a des programmes... Alors, l'une des grandes questions actuellement, c'est la question du fédéralisme. Puisque la situation dans les régions nord-ouest, sud-ouest du Cameroun, où depuis plusieurs années maintenant, il y a une crise aiguë, que certains appellent une guerre même, civile, entre ces deux régions-là et l'État du Cameroun. Et parce que les populations, en tout cas ces régions-là, leurs leaders veulent le fédéralisme. C'est-à-dire qu'ils veulent, même s'ils font toujours partie de l'État du Cameroun, mais qu'ils aient une gestion autonome. Pour que voilà, ils soient considérés comme une partie qui peut prendre son destin en main aussi, sans pour autant être complètement coupé du Cameroun. D'accord. Donc il y a cette question-là qu'on appelle ça, les positions de foi des candidats, elle ressort, par exemple, le candidat du SDF, Social Democratic Front, qui est un parti historique. Oui, John Fruit. Alors, John Fruit n'est plus là, il est décédé, il est mort. Oui. C'est Joshua aussi, qui est à la place du chairman maintenant, celui qui a pris la place qui a été officiellement désigné comme nouveau président et donc candidat à la présidentielle. Dans leur programme, cette question du fédéralisme existe.
Dans d'autres programmes, je prends par exemple celui du Parti de l'Univers, c'est le maître Akere-Mouna, un grand bâtonnier, ancien bâtonnier, qui est un homme de droit. Et dans son programme, aussi cette question de fédéralisme est posée. Lui aussi, il dit clairement que il n'y voit aucun inconvénient justement de recourir au fédéralisme. Il y a d'autres questions qui sont très présentes dans ces programmes-là. C'est la place de la diaspora. Depuis pratiquement 20 ans maintenant, peut-être plus, la dernière fois c'était en 2009, donc le président Biya, quand il avait fait une visite officielle en France, il s'était engagé auprès de la diaspora à lui permettre d'avoir une double nationalité. Et force est de constater que bien que cette question ait été évoquée également lors du grand dialogue national qui a eu lieu à la suite de la présidentielle de 2018, donc 2018-2019, et à ce jour, elle n'a pas été prise en compte. Et la question c'est de savoir, cette diaspora camerounaise, qui est une diaspora plutôt de talent, de compétences, et beaucoup de Camerounais qui sont à l'extérieur sont des Camerounais qui ont beaucoup de compétences, et qui se font happer par d'autres pays, les Français bien sûr, mais aussi les Allemands, les Américains. Les Américains, beaucoup de Camerounais, oui. Alors qu'ils pourraient bénéficier d'une double, triple nationalité, peu importe, et apporter également à leur propre pays d'origine. Et donc c'est un problème qui est très important. Alors il y a d'autres questions qui sont liées à la question de l'éducation, la question de l'énergie. Voilà un autre paradoxe. Un pays qui il y a encore 20-25 ans, distribuait de l'électricité au Tchad, en Guinée équatoriale, en Centrafrique. Aujourd'hui, il en manque tellement que lui-même est soumis, il est soumis à des délestages intempestifs. C'est-à-dire qu'il est en train de faire quelque chose, et puis sans crier gare, sans être averti, le courant, il part. Alors, il peut partir pour 1 heure, 2 heures, mais il peut partir pour une demi-journée. Avec toutes les conséquences que cela peut avoir, d'abord dans le travail quotidien des gens. Aujourd'hui, c'est compliqué de travailler sans Internet, sans électricité, mais ça aussi dans la conservation des aliments. Vous avez des congélateurs avec plein d'aliments dedans, des supermarchés, tout ça là. Quand le courant part, si vous n'avez pas de groupe électrogène, vous faites quoi? Vous perdez toute la marchandise. Donc il y a ces questions-là. Il y a aussi la question de l'environnement. Le Cameroun n'est pas le pays qui pollue le plus au monde. L'Afrique n'étant d'ailleurs pas le continent qui pollue le plus au monde, puisque les émissions de gaz à effet de serre de l'Afrique, c'est à peine de 4%. Mais c'est une question qui est prégnante parce qu'on voit que les villes africaines, les grandes villes, les mégalopoles africaines, grandissent de plus en plus. Les gens viennent de plus en plus des villages, des zones reculées pour essayer de trouver un mieux vivre en ville. Et ces gens apportent leur mentalité villageoise, y compris tout ce qui est hygiène, assainissement, tout cela. Et voilà, donc cette question aussi, elle est prégnante dans beaucoup de programmes également. En dehors de l'appel pour Paul Biya, le candidat du pouvoir, voilà, en dehors de l'appel de la jeunesse, quelles est aujourd'hui les idées, ou en tout cas les programmes à finir pour lui qui s'engagent aujourd'hui? Alors, dans son programme, qui est celui du parti au pouvoir, de l'RDPC, il y a au moins 2 points qui sont une constance en fait, sans rentrer dans le détail. La question de la paix et de la stabilité. C'est vrai que le Cameroun est un îlot de paix dans cette région d'Afrique centrale où, regardez le Tchad, comment la Centrafrique tend à se calmer un peu. Elle aussi, elle a connu des moments très compliqués. Le Congo, ça va. La Guinée équatoriale aussi. Mais c'est une région qui, par le passé, n'était pas très stable. Et donc, depuis quelques années maintenant, voire quelques décennies, cette stabilité. Et le Cameroun, c'est 40% du PIB de la région. C'est-à-dire que c'est 40% du produit intérieur brut de toute la sous-région Afrique centrale. Un peu comme la Côte d'Ivoire pour l'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est un pays qui joue un rôle important sur le plan économique, mais qui joue un rôle important sur le plan de la stabilité politique. Parce qu'on sait que, de toute façon, s'il n'y a pas de stabilité, et je pense que Djibouti en sait quelque chose, s'il n'y a pas de stabilité,
il n'y a pas d'économie qui fonctionne, il n'y a pas de niveau social, la paix sociale, la paix civile n'existe pas, il n'y a pas, enfin, beaucoup de choses sont causées par la stabilité. Donc, il y a la stabilité. Mais il y a aussi toujours cette promesse de la jeunesse. Quand il dit l'appel de la jeunesse, mais ce n'est pas simplement un slogan. Par exemple, il y a quelqu'un qui a toujours mis dans ses discours la jeunesse au centre. Dans ses discours. Dans la réalité, les choses sont beaucoup plus nuancées. Beaucoup plus nuancées parce que moi, j'ai eu à vivre, par exemple, ce qui s'est passé en 2008, au moment des émeutes de la faim et de la contestation politique. C'est en 2008 que le président Biya a fait modifier la Constitution par l'Assemblée nationale pour faire sauter le verrou de la limitation des mandats. Dans la rue, de nombreux jeunes, souvent école primaire, lycée, collège, ensuite les universités sont venus, ont pris la rue d'assaut pour dire non à cette modification de la Constitution. Pour dire aussi que ils en avaient marre de payer cher le pain, machin, enfin, donc quand c'était les émeutes de la faim, contre les émeutes de la faim, de demander à ce que les prix baissent. Ils ont obtenu que les prix baissent, mais ils n'ont pas obtenu que le verrou de l'alimentation qu'il ne soit pas enlevé. Donc c'est un vrai problème qui reste aujourd'hui encore d'actualité parce que les victimes de 2008, de nombreuses familles ont perdu un des leurs, un frère, un cousin, un oncle, un père même, un fils. Et à ce jour... Il n'y a pas d'enquête. Non seulement... Alors, je ne dirais pas qu'il n'y a pas d'enquête. Il y a eu une enquête, mais on n'a pas eu de résultats. C'est-à-dire qu'au moment où des familles... Je peux le dire d'autant plus que moi, j'ai fait aussi mon enquête journalistique, parce que j'étais journaliste au Messager. Et moi, j'ai trouvé beaucoup plus de morts que ce qui a été annoncé. Ce qui a été annoncé. Et des familles entières sont toujours aujourd'hui dans le désarroi parce qu'elles n'ont pas pu faire le deuil. Ouais. Quand on n'a pas les résultats d'une enquête, quand on n'a pas eu des gens impliqués qui ont été punis, des responsabilités n'ont pas été clairement désignées, c'est très compliqué. Le gouvernement avait d'abord parlé d'une dizaine de morts, sur le fait de contestation, dit ensuite il y a eu une vingtaine de morts. Non, il y en a eu plus que ça. Il y en a eu plus que ça, parce que j'ai des images terribles qui défilent dans ma tête, que moi j'ai vues. Et je pense qu'un pays qui a besoin justement de cette stabilité et cette sérénité doit aussi être impartial en matière de justice. Je pense que c'est un des livres que vous avez écrit, le Cameroun a un volcan sommeil. Oui, j'en parle, qui est sorti chez l'Harmattan en 2010. J'en parle effectivement dans cet ouvrage, parce que j'ai vécu les faits. Donc, oui, c'est ça. Donc, aujourd'hui, est-ce que ce volcan-là, est-ce qu'il est en éveil? Est-ce qu'il est éteint? Est-ce qu'il est... voilà. Dans quelle situation il est aujourd'hui? Alors, je ne souhaite pas que ce volcan s'éveille. Parce que s'il s'éveille, ce n'est pas seulement le Cameroun qui va en souffrir, c'est toute la sous-région Afrique centrale qui en pâtira. Je souhaite que l'élection du 12 octobre se passe vraiment, s'il doit y avoir un changement, que ça se passe dans les urnes. C'est-à-dire que l'opposition réussisse à mobiliser suffisamment les Camerounais, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, pour qu'ils aillent voter. D'abord, cette opposition, est-ce qu'elle l'a fait suffisamment pour que les gens s'inscrivent? Je dis toujours, on attend toujours... Il y a un proverbe chez nous qui dit que ce n'est pas le jour du marché qu'on nourrit la poule ou le coq. C'est bien avant, parce qu'il faut l'engraisser pour que celui qui va venir l'acheter, il trouve qu'il a le bon point. Si vous l'amenez chétif, gringalet, le jour du marché, beaucoup de gens ne le regarderont pas. Donc il y a ça. Il faut absolument que les gens se mobilisent, que la société civile fasse son travail, en dépit de tout ce qui a pu se passer, en dépit du fait que le Conseil constitutionnel n'a pas retenu la candidature de Maurice Kamto, qui était quand même un leader assez charismatique, en tout cas auprès des Camerounais de la diaspora, essentiellement. Est-ce qu'elle vote, cette diaspora? Est-ce qu'elle a le moyen de voter pour les élections au Cameroun? Alors, la diaspora
qui a la nationalité française ne peut pas voter. Elle n'est pas D'accord. camerounaise, puisque la double nationalité n'existe pas chez nous. Mais la diaspora qui est camerounaise, c'est mon cas, je suis camerounais, je n'ai pas plus de nationalité française. Donc, oui, si je suis inscrit, je peux voter. C'est cette diaspora qu'il faut mobiliser. Et Oui, mais vous pouvez voter, mais pour l'instant, est-ce que vous avez voté? Vous êtes arrivé déjà de voter, de participer aux oui, bien élections? sûr, oui, bien sûr. Oui. Ah bah oui, c'est un devoir citoyen. D'accord. C'est un devoir. Donc, et les Camerounais qui n'ont pas la double nationalité, c'est eux qui sont les plus nombreux à l'étranger. Et ceux qui n'ont pas une autre nationalité, je veux dire. Donc, sont Camerounais d'origine et Camerounais de nationalité. C'est ceux qui sont les plus nombreux à l'étranger. Hein. On dit qu'il y a à peu près 5 millions sur les 25 ou 30 millions de Camerounais. Donc, c'est un cinquième. C'est énorme. Un cinquième qui sont à l'étranger. Et sur le cinquième, probablement que plus de 3,5 millions d'entre eux sont des Camerounais. Et ils ne sont pas Camerounais d'origine, Français d'origine camerounaise, non. C'est Camerounais. Donc, ils peuvent voter. Et s'ils sont inscrits, ils peuvent vraiment faire basculer les choses. Et j'ai fait, en tant que journaliste, j'ai mené une enquête il y a 2 mois. Mais est-ce qu'il y a le moyen pour participer? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a dans les... Voilà. C'est ça que je parle. J'ai fait un travail il y a 2 mois, justement, notamment auprès de l'ambassade du Cameroun à Paris, parce que c'est au sein de cette ambassade aussi, à côté, que l'organisme ELECAM a ses bureaux. C'est là où les gens venaient s'inscrire. Donc j'ai fait ce reportage là pendant toute une journée où j'ai vu, mais il y avait un engouement, les gens venaient. Et donc le responsable du bureau de l'ELECAM à Paris a reconnu que il y a pas seulement un frémissement, mais il y a vraiment que ça bouge, quoi. Et les chiffres qu'il m'a donnés pour comparer aux élections précédentes, c'est des chiffres qui sont en hausse de plus de 30 ou 40% de ce que les gens, en tout cas pour la diaspora. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai engouement. Et cet engouement-là, si c'est l'engouement des gens qui veulent le changement, ça se traduira forcément dans les urnes. Mais si c'est un engouement aussi des gens qui veulent que Paul Biya continue à diriger le Cameroun, ça sera aussi la même chose. Mais il faudra que les uns ou les autres l'acceptent. C'est ça, il faut que les uns ou les autres l'acceptent. C'est pas... faut pas le faire comme ça s'est passé en 2018. Où Paul Biya, je crois qu'il a eu un peu plus de 70% de voix. Maurice Kamto en avait eu, je crois, 18%, et il dit qu'il a gagné. Non. L'écart est trop grand. Oui, mais est-ce que les process, la procédure électorale aujourd'hui, est-ce qu'elle est fiable? Alors, il y a plusieurs choses. Le code électoral est contesté depuis, pas seulement cette élection-ci qui va arriver, mais depuis au moins 3-4 élections déjà, par l'opposition dans sa globalité, parce que ce n'est pas toute l'opposition qui conteste ça. Il y a une partie de l'opposition, mais une partie importante, qui conteste ce code électoral, qui demande à ce qu'il y ait une refonte justement de ce code électoral. Jusqu'à maintenant, ça n'a pas été fait. Et je crois que c'est dommage que Maurice Kamto n'ait pas pu, sa candidature n'ait pas pu être validée, parce que c'était un des points majeurs de son programme, que dès qu'il arrive, la première chose, c'est de modifier le code électoral, pour qu'on le rende beaucoup plus fiable. Donc il y a cette question de fiabilité, effectivement, qui existe. Qui est posée. Nous arrivons presque au terme de notre entretien, de notre interview. On va se projeter. Qu'est-ce qui peut changer, que ce soit Paul Biya, que ce soit un des candidats de l'opposition, qu'est-ce qui va changer pour le Cameroun dans les prochains, on va dire, dans le prochain mandat? Alors, au lendemain de l'élection du 12 octobre 2025, quel que soit le candidat arrivé en tête, beaucoup de choses peuvent changer. Je ne dis pas vont changer, je dis peuvent changer. Tout dépendra justement de la volonté de ce candidat, de ce nouveau président, que ce soit le président Biya qui est reconduit, que ce soit un des membres de l'opposition qui est gagné. Parce qu'aujourd'hui, y compris dans le camp du parti au pouvoir, du RDPC, il y a une prise de conscience de ce qu'il faut aller beaucoup plus loin que ce qui a été fait jusqu'à maintenant, que ce soit en matière
de l'investissement dans les infrastructures de santé, dans l'éducation. Il y a beaucoup de choses, mais on pense qu'on peut encore aller loin. Dans tout ce qui est les routes, c'est devenu d'ailleurs une sorte c'est quelque chose qui ridiculise un peu le pays, de savoir que malgré tout le potentiel qui existe, il y a très très peu de nouvelles routes qui ont été construites en 40 ou 45 ans. Très très peu. On est toujours sur les acquis des routes construites sous le président Ahidjo, le premier président de Cameroun. Il y a eu quelques rafistolages ici et là, quelques mini-tronçons qui ont été initiés et achevés, d'autres, pour l'essentiel, ne sont pas encore achevés. Il y a un adage qui dit, là où passe une route, suit le développement. Ça veut dire que cette question d'infrastructure, elle est primordiale. Elle conditionne le développement du pays. Et ça, tout le monde en a conscience aujourd'hui, que ce soit du côté des partisans du président Biya, que ce soit du côté de l'opposition, mais plus encore du côté de l'opposition, parce que j'ai l'impression que l'opposition a envie d'aller très très vite pour d'abord marquer la rupture avec les 40 ans qui sont passés, mais aussi justement imprimer sa marque, montrer qu'un Cameroun nouveau est possible. Justement, je pense que ça va être une de mes dernières questions. On sent qu'au Cameroun, il y a beaucoup de talents, comme vous avez dit tout à l'heure, au niveau de la diaspora, au niveau de... même au sein du pays, il y a beaucoup d'intellectuels. Je pense que ce soit du côté du pouvoir que de l'opposition. Comment se fait-il qu'on a l'impression quand même que sans Paul Biya, il n'y a pas de Cameroun? C'est-à-dire, il est à son 8e. Que ce soit, même si du côté de l'opposition, ils sont divisés, pourquoi du côté du pouvoir, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui reprend le relais? Qu'est-ce qui se passe? Bon, d'abord, il faut savoir que du côté du parti au pouvoir, c'est de ça qu'il s'agit, les statuts du RDPC disent qu'il n'y a que le président du parti qui peut être le candidat naturel du RDPC à la présidentielle. C'est-à-dire que si tu n'es pas président de ce parti-là, or, pour l'instant, bien, c'est lui qui a créé son parti. Et il en est le président. Tant qu'il est vivant, il est toujours le président de ce parti-là. Donc, il n'y a même pas une tête qui peut se lever pour dire que, en tout cas, au sein du parti, personne ne peut lever le petit doigt pour dire qu'il veut être candidat, puisque ça veut dire que la personne ne connaît même pas les textes du parti. Si la personne les connaît, elle les respecte. Maintenant, du côté de l'opposition, c'est là où on peut s'interroger. Comment se fait-il que l'opposition n'a pas pu, en 40 ans du pouvoir du RDPC et avant le président Biya, le président Ahidjo, pourquoi l'opposition n'a pas pu trouver un visage qui puisse incarner justement ce changement-là? Il y a un problème qu'on retrouve dans beaucoup de pays, pas seulement en Afrique, y compris ici en France. Cette transhumance politique et ce comportement, je préfère dire immoral, des gens qui ils sont là, ils se disent opposants, mais dès qu'ils ont créé, dès qu'ils ont créé assez fort sur le parti au pouvoir, et que le parti au pouvoir leur voit quelques miettes, ils courent. Il y a un exemple frappant, c'est l'actuel ministre délégué à la justice, M. Momo Jean de Dieu. Il était opposant acharné. Et puis, du jour au lendemain, son discours a commencé à changer. Jusqu'à dire que, vous savez, si M. Biya me donnait même un petit ministron, agirait. Eh bien, pour lui, la promo. Il lui a donné. Il lui a donné, il est venu, et maintenant, il est devenu le plus grand chanteur des chansons, même que Biya n'a pas écrites. Ah oui. Récemment encore, un autre qui s'est passé pour un opposant acharné, M. Célestin Djamène, il y a 4-5 jours seulement. Il a dit que maintenant, lui soutient pour Biya. Alors, cette opposition-là, comment peut-on la prendre au sérieux? Comment peut-elle être crédible?
Alors, ce n'est pas tous les opposants qui font cette danse-là, que je ne qualifierais même pas de danse bafia, parce que les bafia, quand ils dansent, c'est un pas en avant, deux pas en arrière. Même que le bafia, c'est une région, hein, c'est dans le bas au Cameroun. Mais non, c'est une opposition. C'est aussi une des raisons pour lesquelles les gens disent on veut un changement. Mais quand on regarde dans l'opposition, on se dit mais rien. Avec qui? Donc, dans ce cas-là, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Donc, on pouvait rester avec Paul-Biya que de tenter l'opposition. Oui, mais de l'autre côté, du côté même au pouvoir, on a l'impression que le président est arrivé à un certain âge, il est fatigué, vieux. Pourquoi attendre, on va dire, la fin de sa vie? Pourquoi ne pas le laisser se reposer? C'est un grand-père, voilà, il y a une vie après la politique. Oui, c'est une question effectivement même d'humanité, d'humanisme. Et je pense que beaucoup se la posent. Et c'est pour cela que beaucoup de Camerounais aussi aujourd'hui sont persuadés, pas seulement les Camerounais d'ailleurs, qu'il y a une lutte intestine au sein du pouvoir entre ceux qui essayent, quand ils peuvent le voir, dire à l'oreille du président Biya, mais papa, tu as bien travaillé, vraiment, tu mérites de te reposer. Et puis d'autres qui disent, faut pas écouter ce qu'ils te disent à l'oreille gauche. Moi, je viens te dire à l'oreille droite que tu as bien travaillé, tu as encore de force pour continuer à bien travailler. Et en même temps, ça réjaillit sur nous. Donc, il y a cette lutte entre des clans et qui d'ailleurs... Est-ce que c'est une lutte interne? Parce qu'on a entendu la déclaration du président Ouattara qui disait « Laissez-moi partir, je suis à un certain âge » et qui se présente encore pour un 4e mandat. Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'interne ou est-ce qu'il y a des forces externes qui obligent les présidents africains à rester au pouvoir? Alors, je ne sais pas si c'est lié aux forces externes, probablement qu'aux deux d'ailleurs, je ne sais pas, mais... Et c'est intéressant le parallèle avec ce qui se passe en Côte d'Ivoire, parce qu'on a beaucoup de choses en commun. Hein. Pas seulement parce que Samuel Eto'o a épousé une Ivoirienne, on nous appelle la belle famille là-bas en Côte d'Ivoire, donc pas seulement pour cela. Mais on a beaucoup de choses en commun. On a des liens, nous aussi, avec la Côte d'Ivoire. Oui, parce que même en matière de produits agricoles, café, cacao, tout ça, là, c'est la même chose en Côte d'Ivoire comme chez nous aussi. Et on a aussi, on est des pays pratiquement de la même taille. Si on veut prendre la superficie et même des potentialités dont on regorge. Sauf que la Côte d'Ivoire a su développer ses potentialités. Les infrastructures aujourd'hui sont exceptionnelles. J'en parle parce que j'ai été encore pour la CAN et même après aussi. C'est exceptionnel. Et on voit que le pays a fait 1, 2, 3 bonds en avant. Pendant que le Cameroun, au mieux, est resté bloqué sur certains blocs, justement. Bon, donc, il y a... Alors, est-ce que c'est les forces externes? Est-ce que c'est ma lutte intestine? Probablement des deux, je pense. Probablement des deux. Et le cas de la Côte d'Ivoire est très intéressant parce qu'effectivement, le président Ouattara avait laissé croire que, sincèrement, cette affaire-là, bon, il a fait ce qu'il a pu et maintenant... Qu'il partait. Oui. Il avait laissé croire, mais sans le dire clairement. On a quand même entendu ces vidéos qui circulaient, qui indiquaient que le président disait que laissez-moi partir. Oui, mais... On se posait la question à qui il s'adressait justement. Voilà. Donc, finalement, il n'est pas parti et il dit plutôt qu'il va se représenter. Alors, ouais, c'est le tournée que ça provoque en Côte d'Ivoire. Ça provoque encore des manifestations, des choses comme ça. Et là, il faut ces deux sociétés différentes. Justement, au Cameroun, ces derniers temps, il n'y a rien. Donc, il n'y a pas de manifestations. Mais les Camerounais manifestent, mais ils ne manifestent pas parce que la Côte d'Ivoire manifeste. Les Camerounais manifestent. C'est eux qui savent à quel moment. Hein. C'est très, très curieux. On ne peut pas comprendre. Moi, j'ai vu en 2008. C'est en 2008. En 2018 aussi, pour ceux qui sont ceux qui ont avec Congo, oui, chaque fois, c'est une violence inouïe. Hein. Une violence inouïe. C'est des hordes de gens qui sont dans la rue, Ah ouais. Donc, le Camerounais est quelqu'un de très légaliste et qui aime la paix foncièrement, mais c'est quelqu'un qui, quand il... Mais attendez, c'est pas par hasard que les plus grandes, les plus violentes luttes nationalistes en Afrique, ça s'est passé au Cameroun et en Algérie.
C'est les deux pays là où c'est les plus violentes luttes, où il a fallu que la France extermine tous les leaders, parce que c'était les Oumyobé, c'était terrible. Donc c'est un pays qui a le sens de la lutte et du combat, c'est pas un pays c'est pas un béni oui en tout cas. Et justement, on va clôturer sur ça. Récemment, il y a eu un rapport qui a été remis apparemment au président Macron sur ce qui s'est passé avec le Cameroun et la guerre qui a été... Qu'est-ce que pense vraiment la société camerounaise sur le retour de cette histoire de la colonisation? Bon, alors, non seulement il y a eu un rapport, parce que je veux dire qu'il y a eu deux commissions, enfin une double commission voulue par le président Macron à la suite du sommet Afrique-France de Montpellier. Et cette double commission qui était dirigée côté français par une historienne, j'oublie son nom, ça me reviendra, une grande historienne, et Madame Ramondi, et côté camerounais par un artiste, un grand artiste, Bill Bassi, a produit donc, cette double commission a produit un rapport de chaque côté. Et les conclusions de ce rapport ont été remises au mois de janvier au président Macron et au mois de juillet au président Biya, vraiment de côté. Et il y a quelques semaines là, le président Macron a fait des propositions en quelque sorte. D'abord, il a reconnu, oui. Voilà, il a reconnu que la France a mené une guerre au Cameroun, et il a fait des propositions pour dire qu'il faut aller plus loin pour que on mette en place des structures qui permettent d'expliquer cette histoire de part et d'autre, d'un côté, et la compréhension. C'est quand même un rapport de 1000 pages qui a été produit par les deux structures, les deux commissions, et un rapport qui, globalement, est plutôt bien accepté, globalement, y compris les propositions du président Macron. Mais il y a des voix qui se sont élevées, qui, pour s'indigner même, certains ont parlé même de honte, parce qu'il y a des pans de l'histoire qui n'ont pas été reconnus, vraiment, et d'autres même ont été escamotés, oui, c'est le thème. Et là encore, il y a des réactions. Alors, je ne vais pas le citer, Gaston Kelman, qui connaît bien en plus, parce qu'il est originaire de cette partie du Cameroun, là, le pays Bassa, où il y a eu beaucoup de massacres, parce qu'ils étaient aux avant-postes de la lutte anticolonialiste. Et on parle des Malingués, de... Oui, et puis ben, il a indexé des confusions dans ce rapport-là, et je ne sais pas si la France en tient compte, mais en tout cas le Cameroun, lui, doit en tenir compte, parce que tout l'enjeu, c'est de permettre au peuple des deux pays, et bien au-delà, de s'approprier cette histoire-là. Mais on ne peut pas s'approprier une histoire avec des erreurs, avec des falsifications. L'idée, c'est justement que toute la vérité soit mise sur table, et que, connaissant cette vérité, ben, on puisse mieux, justement, regarder le présent et l'avenir. Or, ça a été très, très compliqué. Et puis, ce rapport-là, en tout cas, les propositions faites par le président Macron, au-delà de la reconnaissance de la guerre de la France au Cameroun, il ne dit rien sur les réparations, rien sur le dédommagement, rien. Ben, comme si, en fait, finalement, il ne s'est rien passé, quoi. Donc, c'est ça, c'est quelque chose qui est insupportable pour les familles de victimes. Merci, Jean-Célestin. Merci d'avoir répondu à notre invitation et de nous avoir éclairé sur le présent, le passé aussi et le futur. On espère pour le peuple camerounais que, comme vous avez décrit tout à l'heure, que cette élection se passe dans les urnes. Merci encore, Jean-Célestin. Ça a été un plaisir pour moi. Merci beaucoup. Merci.